BIP, entretien du mois. Revenons maintenant sur l'utilisation du terme génocide dans votre ouvrage. Pourquoi l'utilisez-vous dans le cas du Congo? On sait qu'il y a eu énormément de massacres et énormément de morts, mais est-ce que le nombre de morts peut vous permettre d'utiliser ce terme génocide pour l'appliquer dans la situation dans ce pays d'Afrique centrale? Pour qu'on appelle une situation un génocide, il y a 5 points qui définissent chacun de ces points définit ce que c'est que le génocide. Tuer un groupe de personnes, on a tué au Congo. C'est le oui, génocide. mais par rapport à leur appartenance, soit ethnique, soit religieuse. Je dis, excusez-moi, j'ai collaboré avec le musée de l'Holocauste à Washington et à Jérusalem pour qu'on puisse accorder cette définition de génocide à ce qui se passe au Congo. Mais vous êtes d'accord que pour l'instant, l'utilisation du terme génocide dans la situation du Congo reste problématique? Non, c'est problématique en Belgique, mais pas aux États-Unis. J'ai été au musée de l'Holocauste lorsque on a parlé de génocide au Congo. Lorsque Darfour, avec 200 000 morts, devient un génocide, pourquoi vous faire croire que 10 millions de morts au Congo, ce n'est pas un génocide? Parce que c'est des Congolais. Mais attends, de qui se moque-t-on? La définition du génocide, 1, tuer un peuple. Le peuple congolais a été tué. 2, détruire l'appareil génital des femmes pour qu'elles ne puissent pas se reproduire. C'est-à-dire détruire ça, c'est le génocide. C'est un crime contre l'humanité. Oui, c'est génocide. Je vous donne la définition de génocide. Le troisième point, mettre un État ou un peuple dans une situation d'infrastructure totalement défavorisée qui entraîne des maladies et des morts, puisque tous les Juifs qui sont morts dans l'Holocauste n'ont pas été passés par la chambre à gaz. Beaucoup sont morts de famine. Les Congolais sont affamés, mis en situation de famine. Ça, c'est le génocide. Quatrièmement, déplacer les populations. Il y a 2 millions de populations, 2 à 3 millions de peuples congolais qui vivent déplacés à l'intérieur du pays, dans des conditions exécrables. Cinquièmement, prendre des enfants, les enrôler dans l'armée. Ça fait partie des génocides. Donc ne prenez pas les génocides comme la lutte entre Hutu et Tutsi, on parle de race et d'ethnie, mais allez aussi comprendre que ces peuples rwandais qui parlent une seule langue, il y a 2 tribus, une seule langue, comment ils peuvent s'entretuer comme ils l'ont fait. Donc c'est ça qu'il faut éviter pour les prochaines générations. Aujourd'hui, soyons conscients que c'était au gouvernement congolais de dire qu'il y a génocide au Congo pour que le monde entier puisse s'élever pour défendre ce qui se passe au Congo. Parce qu'une fois que les pays comme les États-Unis ne peuvent pas dire nous reconnaissons qu'il y a un génocide au Congo parce que ça va créer sur le plan international un incident diplomatique avec la République démocratique, le gouvernement congolais, qui n'est pas acceptable. Si le génocide avec 800 000 morts au Rwanda et que Paul Kagame s'élève partout honoris causa pour la cause du Rwanda, demain, le peuple congolais, avec notre leadership, nous allons nous lever pour réclamer qu'il y ait un génocide au Congo et les responsabilités doivent être établies. Restons dans l'est de la République démocratique du Congo. On le sait, fin 2013, l'armée congolaise soutenue par les forces des Nations Unies ont pu chasser le M23, mais malgré tout, la situation n'est toujours pas revenue au calme. On voit qu'il y a régulièrement des massacres dans la région de Béni. Selon vous, quelles seraient les solutions à appliquer pour pacifier définitivement cette région? Pour pacifier la région, j'ai parlé avec le président Kikwete et je dis en lui remettant mon livre que le Rwanda doit faire un dialogue inter-rwandais à l'intérieur du Rwanda. C'est-à-dire arrêter d'utiliser la présence des Hutus qui ne sont autres que des commerciaux du Rwanda pour contrôler les zones minières qui sont exportées à partir de Kigali, c'est-à-dire les FDLR et autres, tous les trafics qu'ils font, ils les font passer par Kigali. Ils sont des ennemis pour la façade au Congo, mais en réalité, ils ne sont pas des ennemis. Les LRA, etc., ce sont les présences ougandaises au Congo pour l'exploitation de ressources naturelles qui sont exportées vers Kampala. Donc, si ces 2 pays font leur dialogue interne dans leur population, que les Hutus qui sont au Congo, qui étaient jeunes au moment du génocide du Rwanda, qui retournent chez eux, ce sera bien parce que Kikwete l'a fait, il a expulsé tous les Rwandais, Tutsi Hutus de Tanzanie. Personne n'a crié.
On n'est pas là pour dire tous les Rwandais, les Tutsis, etc., dans le fleuve, on les brûle. Non, c'est pas ça. Nous sommes obligés de recréer les conditions de la paix entre nos pays, puisque si nous avons vécu ici, nous vivons ici en Belgique, nous voyons que l'Allemagne, la France font partie de l'Union européenne, qui pouvaient passer qu'à 40-45, qui pouvaient se mettre ensemble et manger ensemble. Impossible. Nous sommes obligés de rétablir la paix dans la région avec de nouveaux acteurs qui en ont vraiment l'envie, que pour que les Congo, les Rwanda, la CPGL, qu'on puisse vivre dans la paix. C'est honteux pour nos dirigeants, pour nous qui sommes de la région, que c'est le seul point, et nous, y compris la Belgique, les colonies belges ont fait près de 16 millions de morts, en plus de 10 millions sous Léopold II. Donc, il faut qu'on prenne conscience que la pacification de la région sera bénéfique pour nous et surtout remettre une sorte de sécurité à l'intérieur de nos frontières pour que les Congolais ne puissent pas continuer à mourir comme des mouches. Je ne sais pas si j'ai tout répondu à ta question. Vous vivez à Washington. Vous savez qu'en Belgique, il y a une forte communauté congolaise. J'aimerais savoir quel rôle devrait jouer pour vous, ou quel rôle joue déjà pour vous, mais surtout quelle place vous voudriez donner à la diaspora congolaise si vous arriviez un jour au pouvoir, ou si votre parti ou vos alliés arrivaient un jour au pouvoir. Quel rôle donnerez-vous à la diaspora congolaise ? Le rôle que la diaspora congolaise, je ne parle pas seulement de la diaspora congolaise en Belgique, la diaspora congolaise en général. Dans le monde entier. C'est pour ça que j'ai cité le fait que vous vivez aux États-Unis. Nous avons un rôle assez important parce que nous avons appris. Nous avons appris beaucoup de bonnes choses. Nous avons côtoyé la technologie. Cette diaspora maîtrise pas mal de choses dont le pays a besoin. Si nous prenons le pouvoir au Congo, nous invitons la diaspora de venir se joindre à nous pour que nous puissions transformer ce pays dans les 4 années qui vont suivre dans quelque chose que le peuple n'a pas vu avant, parce que nous avons un programme de gouvernement, un programme de développement économique que nous devons implémenter. Quand je dis programme et implémentation, c'est parce que nous avons les compétences et l'expertise pour pouvoir les implémenter, pour pouvoir les suivre. Les Congolais qui sont dans différents domaines, moi je prends l'exemple simple de mamans qui sont à Matongé ou à Château-Rouge, qui vendent dehors, que nous, avant, c'était les Congolais qui étaient dans les magasins. Maintenant, ici à Matongé, on n'est plus dans les magasins. Les quartiers qui s'appellent Matongé, mais la nuit, elle est devenue pakistanaise, indienne, etc. Quand on sait que ces communautés ont reçu comme source de financement de l'argent venant de leur pays, nous sommes prêts à pouvoir financer les business des Congolais demain, ici en Belgique, à partir du Congo. Et pour ceux qui voudront... Donc faire une inversion des ressources financières, c'est-à-dire actuellement la diaspora contribue énormément à la vie au Congo, et vous voudrez qu'un jour ce soit l'inverse, que le Congo, les Congolais de l'intérieur puissent aider leurs frères qui sont à l'extérieur. L'exemple du cas du Sénégal dont on a suivi hier. Donc la balance est à mettre. Je prends en exemple des pays, j'en parle parce que si quelque chose de bien se passe en Afrique, il faut le dire. Je prends l'exemple de l'Angola et l'exemple de la Guinée équatoriale. Ce sont 2 pays aujourd'hui qui ont démontré que écoute, nous sommes capables d'eux. Alors moi, si je vois ce qu'a fait Paul Kagame à Kigali, je dis, je multiplie ça par 80 sur l'ensemble du territoire. C'est comme ça que moi je les chiffre. Donc à partir du moment où on aura besoin de ressources, sachez que l'éducation chez nous au Congo a été démolie. Donc les Congolais qui sont dans la diaspora, qui sont éduqués, nous avons le devoir d'aller pour 1 an, 2 ans, entraîner, former nos compatriotes qui sont là. Les chantiers sont tellement énormes qu'on a besoin de toutes ces ressources au pays. Maintenant, pour les gens qui vont rester, par exemple, nous avons aussi besoin que la diaspora aujourd'hui nous envoie nos argents des poches au Congo. Demain, si on était des grands business avec objet social étranger, c'est-à-dire une société congolaise qui travaille en Belgique, ça veut dire qu'il a les droits de rapatrier ses bénéfices au Congo. Donc, c'est cette manière-là de réfléchir que nous devons voir. Écoutez, nous avons les droits, Mobutu l'a fait dans le passé. Beaucoup de compagnies qui sont en Allemagne aujourd'hui ou dans les bourses sont des propriétés du Congo. Il a acheté des actions au nom de la République dans ces petites entreprises qui existent, qui attendent que nous prenions les choses en main, puisqu'ils ne pouvaient pas donner cet argent qui appartient au gouvernement congolais à des individus qui allaient les mettre directement dans la poche. Mais vraiment, la diaspora doit prendre ses responsabilités. Nous sommes les poumons de l'économie congolaise. Demain, si nous sommes au pouvoir,
Ne restez pas à attendre que d'abord le flux de Western Union va diminuer puisqu'il faut de l'intérieur qu'on change la situation de la chose sur le plan social. Dans les programmes sociaux que nous avons, de payer les allocations familiales, les allocations logement, les allocations handicapées, de prendre en charge les chômeurs pour que nous puissions reconstituer nos familles, qu'on diminue le nombre de Koulouna ou de Chègues dans la rue. Il faut un programme agressif. Nous avons chiffré tous ces programmes. Ce n'est pas inatteignable, c'est totalement jouable. Nous arrivons tout doucement au terme de cet entretien. Pour conclure, j'aimerais savoir quel est votre message à nos téléspectateurs. En tout cas, je remercie Bruxelles Information Press BIP pour cette occasion qui m'est offerte de m'adresser aux téléspectateurs de cette chaîne. Mon message, c'est que Hero Development Days auquel je viens de participer a été une occasion pour moi de conforter notre vision pour le développement de la République démocratique du Congo, surtout avec des partenaires qui croient au projet ou au programme de gouvernement que nous avons mis en place, nous allons mettre en place et que nous avons développé. Ce programme va requérir sur 4 ans la contribution des uns et des autres. Le Congo est au cœur de l'Afrique. Le Congo est le poumon de l'économie mondiale, que ce soit dans le passé avec notre caoutchouc qui ont coûté de main coupée à nos parents, que ce soit avec l'uranium du Congo, avec l'utilisation des armes nucléaires, que ce soit avec le coltan du Congo aujourd'hui avec la télécommunication. L'heure est venue simplement de prendre conscience que nous devons travailler ensemble et surtout de croire à un Congo meilleur, à un futur meilleur pour toute l'Afrique et pour l'économie mondiale. Nous pensons qu'il faut saisir cette opportunité parce que les discours que nous sommes en train d'entendre ici en Europe fait une coupure totale avec ce que nous avons connu dans l'histoire et nous devons saisir cette occasion pour les nouvelles générations de pouvoir travailler ensemble et surtout c'est bâtir le futur main dans la main. Le Congo ne pourra se développer que si la paix revient réellement et définitivement sur l'ensemble du territoire du Congo et aussi dans les pays des Grands Lacs. C'est ensemble que nous pouvons espérer que nous créerons les conditions pour que les entreprises puissent trouver l'environnement adéquat pour pouvoir faire les affaires, comme on dit, les doing business. Ça, c'est très important que nous puissions nous mettre ça en tête. Et ce qui est important aussi, c'est je lance un appel aux partenaires du Congo qui doivent nous aider face aux prochaines échéances électorales, puisque notre pays étant beaucoup en difficulté, nous savons que dans les pays de nos partenaires, la campagne se finance par des dons publics de la population. Mais chez nous, nous avons besoin que ces entreprises qui vont être nos partenaires demain dans le développement du Congo puissent aussi nous apporter leur contribution pour que nous puissions démocratiquement gagner les élections, accéder au pouvoir et transformer les projets, les programmes que nous avons en réalité et commencer à faire du business pour l'intérêt de tous. En tout cas, je vous remercie de m'avoir accordé cette attention. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et à Dieu soit la gloire. Merci.